Bonjour et bienvenue à ma bof de stage donc sur le Zero Knowledge Proof. Donc je m'appelle Emeric Noël, j'étais dans la tribu Bloc et mon tuteur est Christophe Charles. Donc tout d'abord le sujet c'était de l'intégration de Zero Knowledge Proof, donc ZKP, dans un contexte blockchain. Donc le sommaire, donc tout d'abord je vais vous présenter un peu le planning du stage, donc comment je me suis organisé, puis un peu d'histoire, l'histoire du Zero Knowledge Proof, ensuite l'analyse de cette technologie, ensuite ses limites. Ensuite, je vous montrerai du coup la problématique de stage, les blocages que j'ai pu avoir, et enfin une courte conclusion. Alors tout d'abord le planning. Donc durant le mois de février, donc le premier mois, donc mon stage s'est déroulé du 1er février au 30 juillet. J'ai fait une analyse et un état de l'art assez détaillé avec une analyse mathématique derrière, étant donné que c'est un procédé cryptographique. Donc en résulte 40 pages qui se trouvent sur le drive. Ensuite, durant 2-3 semaines, avec mon tuteur, nous avons défini la problématique de stage. Puis, nous avons défini les éléments nécessaires afin de réaliser un proof of concept utilisant du Zero Knowledge Proof. Ensuite, durant 2 mois, j'ai implémenté du coup ce proof of concept. Et enfin, juin et juillet, partage et conclusion, donc à savoir la BOF et le rapport de stage. Donc, retraçons un peu l'histoire. Mais avant ça, une illustration assez simple pour illustrer le Zero Knowledge Proof. Donc, tout le monde connaît le livre Où est Charlie, où il faut retrouver Charlie parmi une multitude de personnages. Donc, si je veux vous prouver que j'ai bien trouvé Charlie sans vous révéler sa position sur la page, je peux prendre une feuille plus grande que le livre et faire un trou juste pour la tête de Charlie. Si je mets la tête de Charlie dans ce trou, je peux vous prouver que j'ai bel et bien trouvé Charlie, mais vous ne saurez pas où est Charlie sur la page. Le Zero Knowledge Proof a un fonctionnement analogue dans le sens où, par exemple, je peux vous prouver que je connais bien A et B, tel que A fois B égale 15, sans vous révéler le A et le B. Pourtant, vous serez sûr à 200% que je connais bien A et B. Donc ici, A et B sont 3 et 5, bien entendu. Donc, l'histoire du Zero Knowledge Proof. Donc, pour ça, il faut retracer un peu l'histoire de la cryptographie. Donc, en 1976, on a l'invention de la cryptographie asymétrique par Martin Hellman et Whitfield Diffie. Donc, c'est le fait de chiffrer une donnée avec une clé publique pour que seule la personne en possession de la clé privée associée puisse la déchiffrer. En 1982, nous avons l'invention de la signature aveugle par David Chaum. Donc, c'est le fait de signer une donnée sans forcément révéler le contenu. Donc, c'est un procédé encore bien utilisé aujourd'hui en blockchain. En 1985, on a l'introduction du terme Zero Knowledge Test pour la première fois, donc dans The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems, écrit par Shafi Goldwasser et ses deux co-auteurs, donc Silvio Micheli et Charles Rakoff. Et en fait, dans cet ouvrage, on a pour la première fois un certain niveau de connaissance à révéler lors d'une preuve, lors de la preuve d'un fait ou d'une assertion. Et enfin, en 1987, on a l'introduction du terme Zero Knowledge Proof dans Minimum Disclosure Test of Knowledge, écrit par David Chaum. Et donc, on a l'introduction du terme ZKP tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, passons à l'analyse de cette technologie. Donc, pour être déclaré protocole ZKP, il faut que le protocole soit d'une part completeness, donc à savoir si l'affirmation est vraie, le vérificateur ne pourra douter de sa véracité. Soundness, c'est-à-dire si l'affirmation est fausse, le prouveur n'aura aucun moyen de prouver le contraire. Et enfin, zero knowledge, donc aucune information ne sera divulguée au cours du processus. Donc on a deux grands types de zero knowledge proof aujourd'hui. Donc d'une part, l'interactive ZKP. Donc c'est le premier protocole qui a été mis en place, au cours duquel le prouveur et le vérificateur vont échanger des informations durant plusieurs tours, avec des réponses et des questions, pour essayer de prouver l'assertion. Et d'autre part, le non-interactive ZKP, donc NIZKP, qui est la dernière version ZKP qui a vu le jour. C'est la seule aujourd'hui utilisée dans les projets et en production, parce qu'elle est beaucoup plus efficace, elle est plus scalable, parce que en fait, le prouveur va créer une preuve qui va mettre à disposition de tous pour que n'importe qui puisse la vérifier quand il le souhaite. Donc on n'a pas besoin d'être connecté tout le temps, et en plus c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a qu'une seule preuve à produire. Donc parmi le NIZKP, donc Non-Interactive Zero Knowledge Proof, on a plusieurs protocoles. Donc les trois principaux sont le ZK-SNARK, ZK-STARK et Bulletproof. Donc les différences majeures entre ces différents protocoles sont la taille de la preuve, le temps de création de preuve et le temps de vérification.
et certains éléments de sécurité également. Donc les limites du zéro knowledge proof. Donc tout d'abord, on a des limites liées à la sécurité des protocoles. Donc certains protocoles sont sensibles aux attaques par ordinateur quantique, comme le ZK-SNARK par exemple. D'autres ont des setups initiaux qui, s'ils tombaient entre des mauvaises mains, pourraient servir à créer de fausses preuves. On a également des limites liées à la mise en place des protocoles. Donc le temps pour créer ou vérifier une preuve peut être long, ce qui implique qu'on n'a pas de scalabilité. Si tout le monde voulait vérifier ou créer une preuve en même temps sur le même réseau, on pourrait parfois avoir des blocages. Ensuite, le processus de création et de vérification peut également être coûteux en énergie, ce qui implique qu'aujourd'hui, on n'a pas de zero knowledge proof sur smartphone par exemple. Et enfin, on ne prouve pas des faits, mais des assertions numériques. Donc ça, c'est très important parce que je ne peux pas prouver que je m'appelle Aymeric Noël sans révéler mon nom, mais par contre, je peux prouver que je connais bien A et B, tel que A fois B égale 15. Les dernières limites sont des limites liées à la complexité des protocoles, car aujourd'hui, pour être développeur ZKP, il faut d'une part un niveau de connaissance assez élevé en cryptographie et en mathématiques, parce que c'est quand même de la cryptographie assez poussée, et d'une part un niveau informatique assez poussé également, parce que l'implémentation n'est pas aisée. Donc tout cela implique qu'on a très peu de développeurs et donc une petite communauté. Le fait qu'on ait une petite communauté implique qu'on a très peu de projets aujourd'hui en production parce que les entreprises sont un peu frileuses et ne veulent pas se lancer parce que la rareté ça coûte cher et il y a très peu de développeurs. De plus, si jamais il y a un blocage durant un des projets, on ne saurait pas forcément vers qui se tourner. Et enfin, le fait qu'il y ait très peu d'utilisation en production implique qu'on a peu de tests grandeur nature et donc que des failles puissent survenir au cours d'une adoption massive. Ces trois faits sont des conséquences directes au fait qu'il n'y ait pas de standard, car tous les 2-3 ans à peu près, un nouveau papier sort et change les différents protocoles, et donc il faut se remettre dedans, etc. Et ça complique un peu les choses. Donc passons maintenant à la problématique de stage. Donc durant mon stage, on était un peu confinés, période Covid, etc. Donc avec mon tuteur, on s'est dit que ça pourrait être sympa qu'on ait à disposition des jardins. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire de la mise en location de jardins participative. Mais on voulait quand même garder une totale transparence dans le site, la base de données, le serveur, etc. Tout en garantissant des paiements sécurisés et une identité quand même protégée. Donc, comment faire ça? Donc, tout d'abord, pour la transparence, une application décentralisée sur la blockchain. Donc, ainsi, toutes les données sont totalement accessibles à tous. Et ça, c'est assez facile, quoi. Deuxièmement, la blockchain implique aussi qu'on a une gestion automatique des paiements. Donc, ça évite les mauvais payeurs, les paiements insuffisants, etc. Tout cela est géré automatiquement par la blockchain. On a également une preuve d'identité via Socrates, qui est une librairie Node, écrite en Node.js, donc c'est une dépendance NPM, qui nous permet de prouver qu'on est bien le propriétaire sans pour autant révéler notre identité. Et donc ça permet de faire des locations en toute sécurité parce qu'on sait qu'on a bien affaire au propriétaire et le propriétaire a son identité protégée. Et enfin, un code d'accès au jardin numérique sera délivré automatiquement et ce, même sur la blockchain, donc en prenant en compte le fait qu'il soit public. Donc pour comprendre le principe de preuve d'identité, il faut comprendre ce qu'est une fonction de hachage. Donc une fonction de hachage va prendre en entrée une préimage, donc par exemple le mot maison, et va ressortir un hash hexadécimal unique de taille fixe. Donc par exemple ici 0x32, etc. Donc il faut savoir que à chaque préimage, on a un unique hash. Donc maison nous donnera toujours 0x32 et qu'à partir du hash, il est impossible de revenir au mot maison. Donc ça c'est très important. Donc comment marche le système de preuve Zero Knowledge Proof? Donc le propriétaire va créer sur un site web, du coup va rentrer son mot de passe qui va être haché et stocké sur la blockchain. Donc ainsi tout le monde aura accès au hash, mais personne ne connectera le mot de passe. Sur ce même site web, il va pouvoir créer une preuve qu'il connaît bien la préimage du hash. Et donc qu'il connaît bien son mot de passe. Il va envoyer cette preuve sur la blockchain qui va être vérifiée comparativement au hash qui est stocké.
Et si tout valide, alors il connaît bien la préimage du hash, donc à savoir le mot de passe. Et si ça ne coïncide pas, alors il n'est pas en possession de ce mot de passe. Donc la première étape, c'est la création d'annonce. Donc pour créer une annonce, le propriétaire va remplir un champ mail et un champ secret, donc qui va contenir du coup le hash de son mot de passe. Il va rencontrer sur place des administrateurs du site web. Donc eux, ils ont une seule fonction, c'est de se rendre sur place et de vérifier que le propriétaire est bien le propriétaire du jardin. Et donc pour cela, le propriétaire va leur remettre à ce moment-là une preuve, donc par exemple sur clé USB, que c'est bien celui qui est à l'origine de la création de l'annonce. Donc le site a été implémenté, il est déployé, il est fonctionnel. Donc j'ai choisi de vous montrer des screens parce que c'est plus simple et plus rapide. Donc il est déployé sur Surge. Pour interagir avec la blockchain, on utilise MetaMask, donc il y a une extension de navigateur qui permet d'interagir assez facilement avec notre blockchain, donc Ethereum. Donc concrètement, le propriétaire, pour créer une annonce, il a à remplir ce form, il rentre son mot de passe qui va être implicitement haché via le site web donc en local sur l'ordinateur et envoyé sur la blockchain hachée. Il aura une page dédiée pour exporter le mot de passe, donc la preuve de mot de passe. Donc pour exporter cette preuve, on a entre 15 et 30 secondes en fonction de l'ordinateur et de la puissance de l'ordinateur. Les administrateurs pourront du coup rentrer cette preuve, l'ID du jardin, et envoyer tout ça sur la blockchain. Si tout concorde, alors les administrateurs pourront valider le jardin et il sera libre à la location. Donc comment se passe la mise en location? Donc tout d'abord, le locataire et le propriétaire vont se mettre d'accord sur un prix et une durée. Deuxièmement, le propriétaire va bloquer ce jardin avec le prix et la durée, avec la public key du locataire associé. Donc la public key, c'est un peu comme l'adresse postale, c'est ce qui permet d'identifier une personne sur la blockchain. Pour faire cela, il va devoir prouver que c'est bien le propriétaire. Et pour ça, il a deux façons. Donc un two-factor authentication. Donc d'une part, en prouvant qu'il connaît bien la préimage du hash secret, donc à savoir son mot de passe, et d'autre part, en signant la transaction avec sa private key. Donc la private key, c'est comme les clés de la maison, ça permet d'accéder au fonds et de faire des transactions. Étape 3, donc le locataire va envoyer le nombre d'ethers requis vers la location. Il doit faire ça avec la bonne public key. Donc les ethers, c'est un peu comme les euros, c'est la monnaie sur la blockchain Ethereum qu'on a choisi. Si tout concorde, il obtient un statut en location 1 sur 2. Pour débuter le décompte de la location, le propriétaire doit rajouter le code d'accès, donc le digicode un peu du jardin sur la blockchain pour que le locataire puisse y avoir accès. À ce moment-là, dès qu'il rajoute ça, automatiquement la location commence le décompte et il peut accéder au jardin. À la fin de la location, le propriétaire pourra sortir les ethers de la blockchain pour les mettre sur son porte-monnaie à lui personnel. Donc concrètement, comment ça marche? Donc pour ajouter une proposition, le propriétaire rajoute son mot de passe. Donc une preuve de validité va être générée. Il doit rentrer le prix en Ether, l'adresse du locataire et la durée de la location, donc convenu avec le locataire. Le locataire, pour accepter la proposition, rentre le nombre d'Ethers à envoyer, l'ID du jardin. Donc là, 0,6 Ether, ça fait à peu près 154 $. Donc c'était il y a à peu près un mois. Donc là, on doit être peut-être à 110 $. Donc le propriétaire va rajouter du coup le code d'accès au jardin. Donc tout ça encore en rajoutant son mot de passe. Pour générer une preuve de mot de passe, pour toutes les opérations sensibles, le propriétaire aura à fournir une preuve qu'il est bien le propriétaire. Donc là, on a un statut pas commencé, donc on le voit bien. Et donc dès qu'il rajoute le code, on a un état en cours. Donc la location est en cours. Pour retirer ces ethers, donc le propriétaire doit encore une fois rentrer son mot de passe pour prouver que c'est bien le propriétaire, avec la preuve qui sera générée et envoyée sur la blockchain. Et si tout concorde, les ethers seront automatiquement remis sur son porte-monnaie. Donc le système de génération de code d'accès, donc comment ça marche? Donc le propriétaire va mettre un code à 4 chiffres qui va le chiffrer avec la public key du locataire. Ainsi, seul le locataire pourra le déchiffrer avec sa private key et il pourra être public sur la blockchain. Il va également publier le hash du code. Donc pour faire cela, encore une fois, il doit prouver que c'est bien le propriétaire en envoyant une preuve de connaissance de préimage du hash du mot de passe. Donc la preuve, c'est un fichier JSON assez simple, hein, mais à partir de la preuve, il est impossible de remonter au mot de passe, hein.
Deuxièmement, le locataire va télécharger ce code et le déchiffrer avec sa private key. Il va chiffrer le code qu'il vient d'obtenir pour vérifier qu'il correspond bien à celui qui est stocké sur la blockchain. Si ça correspond, bah, c'est qu'il a bien le mot de passe. Sinon, c'est qu'il y a une fraude. Et dans ce cas-là, il aura des moyens pour résoudre ce problème. Étape 4, le locataire, une fois devant le jardin, rentrera le code sur le boîtier. Donc le boîtier, c'est une Raspberry avec un écran tactile. La Raspberry va hasher ce mot de passe et vérifier que c'est bien le hash qui est sur la blockchain. Si c'est le bon hash, c'est que la personne qui tente d'entrer au jardin a rentré le bon mot de passe, enfin le bon code d'accès. Si c'est pas le bon hash, c'est que c'est pas le bon code d'accès. Faut savoir que à la fin de la location, le hash se supprime de la blockchain. Ainsi, l'étape 5 et 6 échouera à chaque fois et plus personne ne sera en mesure d'accéder au jardin à la fin de la location. Donc voilà, ici on peut voir que le propriétaire rentre le code d'accès 1998 qui sera implicitement haché et chiffré donc avec la public key du locataire qui se trouve là. Donc tout ça va se faire implicitement. Le propriétaire n'a pas grand chose à faire. Pour déchiffrer le mot de passe, le locataire a un software, donc une application de bureau qui a été implémentée avec Electron, donc qui lui permet de façon totalement déconnectée d'Internet, totalement hors ligne, totalement off-chain, de rentrer le code d'accès chiffré du jardin, sa clé privée Ethereum, le hash du jardin, et vérifier que tout coïncide. Si tout coïncide, il peut obtenir le code d'accès déchiffré, donc là 1998, et voir que ce code est valide. Le choix de faire un software totalement hors ligne a été motivé par le fait que la clé privée ne doit en aucun cas tomber entre de mauvaises mains. Et donc, on a fait le choix de faire un truc totalement sur l'ordinateur, déconnecté de toute source de piratage. Et c'est totalement open source, donc un lien vers le GitHub pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la clé privée. Donc voilà, donc une fois devant le jardin, donc il y aura une Raspberry connectée à la blockchain. Donc là, on rentre le code 1998 qui sera haché par la Raspberry. Elle va vérifier qu'elle correspond au code sur la blockchain et si tout coïncide, on pourra entrer sur le jardin. Si jamais le code est erroné, donc là, on rentre un faux code, donc le hash ne va pas correspondre, la personne ne pourra pas entrer sur le jardin. Donc passons maintenant au blocage que j'ai pu avoir. Donc le premier blocage que j'ai pu avoir, c'est au niveau de l'importation de la librairie Socrates. Le deuxième, c'est au niveau de l'écriture d'un fichier .zoc, donc j'y reviendrai plus tard, qui est à la base de la génération de preuves. Et enfin, lors de l'importation de 3 fichiers binaires qui résultent de la compilation de ce .zoc. Donc le .zoc, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un langage propre à la librairie Socrates qui a des nouveaux types de variables, comme les fields par exemple. Et ce langage, qu'est-ce qu'il fait? Donc il y a une seule fonction qui va prendre en entrée, donc dans mon cas, l'après-image d'un hash et le hash attendu. Cette fonction va hasher l'après-image et vérifier que ça correspond bien au hash attendu. Si tout correspond, on renvoie true. Si ça correspond pas, on renvoie false. Donc c'est un truc assez simple, sauf que le problème c'est que ça prenait beaucoup de temps de comprendre en fait les nouveaux types de variables qui avaient été implémentés parce qu'il y avait très peu de docs. Et puis leur fonction de hachage était différente des fonctions de hachage classiques parce qu'en fait il y avait un padding sur l'input, mais ça c'était mentionné nulle part, donc ça a dû prendre pas mal de temps. Donc le padding c'est en fait en entrée on prend 512 bits dans notre cas, et si on rentre que 500 bits, bah, on aura 12 bits de 0 en plus. Alors, l'import de la librairie Socrates. Donc, on a 3 façons d'utiliser Socrates. Donc, d'une part en ligne de commande, ce qui fonctionne très bien. D'autre part avec Node.js, ce qui fonctionne également très bien. Et enfin, avec Webpack. Donc, c'est les 3 seules façons. Mais avec Webpack, j'ai eu un gros souci, donc notamment avec React, qui utilise Webpack implicitement. Donc, le problème que j'avais, c'était ça. Donc, j'avais cette erreur-là. Et en fait, Socrates Webpack est écrit en WASM et Create React App ne permet pas l'importation de fichiers WASM. Donc les pistes que j'avais, c'était soit partir de zéro avec Webpack et inclure un loader pour fichier WASM, sauf que je connaissais rien du tout à Webpack, et j'avais déjà commencé pas mal l'implémentation du site, donc je voulais rester dans React. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est de modifier la configuration native Webpack de Create React App via un package Node qui s'appelle React App Rewired et qui permet en fait de rajouter un loader pour fichier WASM.
Donc le troisième blocage que j'ai eu, c'est au niveau de l'importation de fichiers binaires. Donc qu'est-ce que ces fichiers binaires? Donc en fait, le .zoc, il va être compilé et en résulte trois fichiers binaires, donc deux fichiers binaires, pardon, programme.bin et proving.bin, qui vont servir à générer ces preuves. Donc cette génération, cette compilation du .zoc, elle est assez longue et ça donne toujours le même résultat. Donc on a fait le choix de les compiler en amont du déploiement du site, puis de les importer en statique pour gagner du temps lors de la génération de preuves. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas importer de fichiers binaires dans React et Webpack ne propose pas de module pour ça. Surtout pour des fichiers qui avoisinent les 59 MB, ce qui est absolument énorme. Donc les pistes que j'avais, donc comme en atteste Screen, c'est d'utiliser le raw loader ou le file loader, qui sont deux loaders fournis par Webpack, pour les adapter et importer des fichiers binaires. Sauf que ça marchait absolument pas. Sinon, j'ai eu l'idée, donc avec mon tuteur, de mettre en fait de faire des fichiers JSON ou JavaScript en clé valeur. Donc la valeur, ce serait le contenu binaire, sauf qu'en fait, ils étaient beaucoup trop gros et donc c'était complètement impossible de serialiser donc le JSON ou le JavaScript. Et la dernière piste, c'était implémenter mon propre loader binaire. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un loader maison pour charger des fichiers binaires que j'importe dans React App Rewired. Donc c'est un repo qui a un seul commit avec trois fichiers, dont un index.js qui comporte 5 lignes et qui permet du coup d'importer des fichiers binaires. Voilà. Le quatrième problème que j'ai eu, c'est au niveau du npm run build, donc qui permet de faire un build optimisé d'un site afin de le déployer, donc avec React. Et l'erreur que j'avais, donc pour résumer, c'était ça. From tertiaire, range error, invalid string length. Donc les pistes que j'avais, c'était soit installer tertiaire, soit updater tertiaire, sauf que je connaissais rien du tout à tertiaire, et j'avais essayé de le mettre à jour, mais ça marchait toujours pas. Ou alors peut-être que mes fichiers étaient trop gros, étant donné que ce type d'erreur peut survenir lorsqu'on a du mal à serialiser un fichier JSON. Et en fait, c'était ça. Donc mes fichiers binaires étaient beaucoup trop gros pour être bundlés. Et donc il a fallu, pour diminuer la taille de ces fichiers binaires, diminuer la taille de mon .zoc. Et pour diminuer la taille du .zoc, il fallait diminuer la taille de l'input que l'on rentre dans la fonction de hachage, donc la préimage, en la passant de 512 bits à 256 bits, réduisant ainsi la taille de programme.bin, donc le plus gros des fichiers binaires, de 59 MB à 18 MB. Donc ce qui est quand même énorme, même si 18 MB ça reste significatif. Donc il n'y a pas eu de preuve que ça diminue la sécurité de la preuve, mais c'était essentiel afin de générer des preuves et surtout de déployer le site. Et enfin, le dernier problème que j'avais, c'était que malgré mes 18 MB, en fait, bah, mon bundle était beaucoup trop gros et ça ralentissait le site. J'avais 2-3 minutes pour charger chaque page, donc ce qui n'était pas acceptable. Et donc, pour résoudre ça, bah, j'ai fait de l'import dynamique de fichiers pour qu'ils soient dans leur propre bundle. Ainsi, mes fichiers binaires sont importés que lorsque j'en ai besoin, donc pour générer une preuve, et pas lors du chargement de la page. Donc grâce à ça, j'ai pu mettre mes fichiers binaires dans leur propre bundle. Donc ici, là, le 15 MB, c'est que des fichiers binaires. Et même comme ça, on peut voir que mes fichiers binaires font facilement 1000 fois plus gros que la totalité du reste du site, qui est quand même un site avec 5-6 pages. Donc voilà. Donc pour conclure, donc les points positifs de cette technologie sont que ça ne permet de ne pas révéler toutes les informations. Enfin, les preuves sont très, voire impossibles à falsifier. Et on peut assurer un anonymat ou un pseudonymat tout en garantissant l'identité d'une personne. Les points négatifs sont qu'on a une petite communauté et des librairies assez complexes. La technologie est également assez lente, donc là on en a entre 15 et 30 secondes pour générer une preuve de mot de passe en fonction de l'ordinateur. Et on n'a pas de standard entre les différents protocoles. Bon, cependant, plusieurs organismes essayent de se rassembler au sein d'un collectif, donc zkproof.org, dans le but de mettre des standards et de surtout créer une communauté pour s'entraider et développer le plus possible cette technologie assez prometteuse. Et après, donc quel futur pour cette technologie? Donc il y a un gros potentiel en dehors de la blockchain, donc notamment pour faire des preuves de mots de passe. Donc on pourrait se connecter sur un site
en donnant une preuve de mot de passe et pas un mot de passe. Donc là, on a un gain de sécurité quand même énorme. Deuxièmement, on pourrait faire de la gestion de preuves de data sensibles et pas forcément gérer les data directement. Et pour les transactions bancaires, donc par exemple, dans le cas d'un chèque, je pourrais prouver que sur mon compte, j'ai bien le montant que je veux envoyer sans pour autant dévoiler la totalité de mon solde. Donc ça, c'est une petite partie de tous les use cases qui peuvent survenir pour le Zero Knowledge Proof. Et enfin, je vais vous mettre le lien de la présentation, mais si vous voulez voir les étapes d'intégration ZKP dans une application JavaScript, il y a un lien là. Pour l'état de l'art détaillé et complet, ici. Et si vous voulez des schémas fonctionnels détaillés sur la génération de preuves, parce que c'est quand même un processus assez complexe et je ne pouvais pas rentrer dans les détails, des détails dans la présentation, il y a des schémas assez détaillés qui sont sur GitHub et accessibles à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci de m'avoir écouté. Waouh, merci. C'était très très bien, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant que je commence, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Moi, j'en ai une, enfin, c'est pas vraiment une question, mais sur le site, il y a pas mal de screens. Est-ce que ce serait possible, si ça prend pas trop de temps, peut-être d'aller voir le site et de faire un peu une démo en live pour voir comment on navigue? Ouais. Merci. Bien sûr, Jérémy. Alors, du coup, donc la plateforme, elle ressemble à ça. Donc là, on a tous les jardins qui sont disponibles. Donc, moi, propriétaire, actuellement, j'ai un jardin qui est libre à la location. Voilà. Donc, si jamais je veux créer une proposition, je vais rentrer mon mot de passe. Donc, c'est ABC. Donc, une preuve va être générée implicitement. Le prix en Ether, l'adresse du locataire, la durée de location, et je peux envoyer du coup la transaction sur la blockchain. Une page qui est assez intéressante à montrer, c'est celle qui permet d'exporter des preuves pour les télécharger. Donc là, on en a pour 15 secondes, hein, je peux vous montrer. Et en attendant, du coup, il y a pas mal de lectures pour expliquer dans le détail la preuve. Donc ça ressemble à ça, hein. Donc c'est un fichier JSON. Voilà, comme ça, il est inexploitable. Mais une fois envoyé sur la blockchain, il pourra être déchiffré et du coup vérifier que la preuve est valide, quoi. Voilà. Donc le site est fonctionnel. Ok, merci. Ouais, l'UX a l'air assez sympa, assez bien. C'est assez fluide. Alors, ça sent totalement la question commandée en avance. Ça me va, parce que je suis bien contente d'avoir vu la démo quand même. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai une question. Tu as cité plusieurs noms au début de la présentation de personnes, de chercheurs, etc., qui ont donc travaillé sur ce protocole. Est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu plus sur les personnes les plus importantes? Voilà le slide que tu présentes. J'ai pas préparé la question à l'avance. Non, hein? Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Pour le coup, c'était pas préparé, mais comme c'était assez long, j'avais supprimé cette slide. Donc merci Christophe. Oui, hein. Alors du coup, Shafi Goldwasser, qui est une des chercheuses qui a eu 2 prix Gödel et un prix Turing en cryptographie. Donc c'est vraiment quelqu'un assez balèze, donc qui est un des personnages principaux qui a participé du coup à l'élaboration du Zero Knowledge Proof. Donc elle a été prof au MIT. Voilà. Elle a notamment fondé zkproof.org. Et surtout, c'est une des rares femmes à avoir eu autant de distinctions en cryptographie, donc il faut quand même le souligner, dans un milieu assez masculin. Et enfin, David Chaum, qui est considéré comme le père de la blockchain, notamment pour ses 2 fondations, donc eCash et DigiCash, et qui a participé aussi activement à l'élaboration du Zero Knowledge Proof et à de nombreux autres procédés cryptographiques. Voilà. Pour le petit hommage. Bon, ça valait le coup. Merci. Pas de souci. Et j'ai aussi énormément aimé l'introduction avec la partie un peu historique, l'illustration et le temps que tu as mis pour nous rendre toute ta présentation assez pédagogique
Et même ton premier exemple là avec Où est Charlie, ça rend les choses beaucoup plus faciles à comprendre. Et de toute façon, oui, de façon générale, j'ai trouvé ta présentation très intéressante. Et encore une fois, c'est clairement pas simple d'expliquer tout ça. C'est pas des concepts faciles à expliquer en 30 minutes. Ouais. Et donc encore bravo pour l'effort de pédagogie. Merci. Moi, j'ai quelques questions. Je pense que ma première question, c'est que, en fait, au final, en tout cas pour le propriétaire, si j'ai relativement compris ce que tu as présenté, ça change pas énormément par rapport à voilà, parce qu'il rentre son mot de passe. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent sans qu'il soit forcément au courant. Donc là, toi, sur le site, tu as explicité beaucoup de choses. Mais entre le mot de passe et la clé, il n'y a pas non plus. Enfin, ça lui complique pas autant la vie qu'on pourrait le croire, en fait. Non, en fait, j'ai essayé de faire un ratio sécurité facilité assez simple parce que mon tuteur m'avait dit qu'il fallait faire quand même un projet qui pouvait être à destination de clients, un truc assez simple à comprendre, etc. Et donc, la preuve, en fait, agit plus ici comme un two-factor authentication parce qu'aujourd'hui, sur la blockchain, moi, si je suis propriétaire et qu'on me vole ma clé privée, parce que souvent, c'est un truc qui fait super long, qu'on va écrire quelque part ou stocker dans un bloc-notes, donc un truc qui se fait voler assez facilement, et ben en fait, on pourra me voler tous mes fonds ou faire des locations à mon nom. Et donc là, le fait de créer un mot de passe, donc sur la blockchain, donc qui n'existe pas du tout aujourd'hui sur la blockchain, c'est totalement novateur. On peut prouver qu'on est bien le propriétaire en plus d'avoir la private key et de faire des transactions classiques sans pour autant compliquer la vie. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça pas mal. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais compris et c'est ça que je trouve vraiment particulièrement intéressant parce que c'est vrai, comme tu le dis, toutes les clés personnelles et tous ces trucs, en fait, au final, oui, comme on le stocke par un copier-coller, enfin clairement, c'est pas quelque chose que tu gardes en mémoire. Ouais. Et donc du coup, c'est à vouloir faire quelque chose de très sécurisé, il y a quand même toujours la partie humaine qui est faillible et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que en fait ça rajoute pas énormément de complexité, voire au contraire par rapport à plein d'autres choses, c'est plutôt simple d'utilisation, quoi. Ouais, complètement. J'avais une question quand tu as présenté les cas d'usage à la fin. Moi j'ai l'impression que ce que tu nous as présenté c'est justement une preuve de mot de passe plus qu'un truc forcément spécifique à la blockchain. Donc, c'est stocké sur de la blockchain, mais est-ce que je me trompe? Oui et non. Parce que là, en fait, la preuve, elle va être vérifiée sur la blockchain. Donc, n'importe qui pourrait vérifier la preuve de mot de passe. Donc, c'est quand même un truc sur la blockchain qui n'est pas forcément accessible à tous parce que tout le monde ne se lance pas dans la blockchain. Alors que le use case que je présente à la fin, ce serait une preuve de mot de passe pour accéder. Du coup, en fait, c'est pas la même utilisation. Donc, dans la blockchain, c'est plus un two-factor authentication, alors que là, c'est plus pour résoudre le problème des failles de mot de passe, dans le sens où parfois il y a des fuites, etc. Donc là, l'utilisateur, donc dans le cas non blockchain, serait les seuls en possession de son mot de passe, et le serveur ne verrait jamais le mot de passe. Dans la base de données, du coup, il n'y a pas de mots de passe qui sont stockés, ils sont hachés. Mais pour le hacher, donc ils sont souvent hachés sur les serveurs, et donc il y a quand même des moments où les mots de passe sont en clair, en fait. Même lors de l'envoi sur le serveur, donc même si c'est en HTTPS, le mot de passe transite quand même. Et en fait, la preuve de mot de passe pourrait résoudre le fait que aujourd'hui, les mots de passe circulent et sont connus du moins du serveur. Donc, si jamais quelqu'un pirate le serveur, il pourrait mettre la main sur ces mots de passe au moment où la personne veut s'authentifier, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que tout le système avec la blockchain, le nombre de cas d'usage est quand même assez limité parce que tout de suite, c'est quand même mettre en place une blockchain, c'est quand même toujours plus compliqué voilà, il faut vraiment que le cas d'usage en vaille la peine. Ouais. Alors que clairement, les problèmes de sécurité par rapport au mot de passe ou de données sensibles,
On travaille avec Amine. Amine beaucoup travaille sur tout ce qui est confidentialité différentielle pour les bases de données sensibles. Il y a un peu ce même genre d'idée aussi de crypter les bases. Je trouve ça aussi hyper intéressant. Du coup, oui, il y a des liens. Cette technologie sort que du cadre de la blockchain, en fait. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant. C'est ça, ouais. Il y a pas mal d'applications en dehors de la blockchain et fallait quand même le souligner. Par rapport à la librairie, là, Socrates, il y en a d'autres. Est-ce que tu en as vu plusieurs autres? Est-ce que tu en as essayé d'autres? Ou est-ce que c'est vraiment la seule Alors, les librairies, donc il y a plusieurs types de librairies. Il y a d'une part les librairies. Ouais, en fait, j'avais beaucoup trop de slides. D'une part, il y a les librairies primaires, donc qui sont implémentées dans des langages assez rapides, C++, etc., Rust, qui vont faire du ZK-SNARK, du Bulletproof ou du ZK-Stark. Mais ça, c'est encore assez expérimental. Et du coup, il y aura d'autres librairies qui vont aller dessus, donc notamment Socrates, mais il en existe pas mal d'autres, qui vont utiliser ces librairies primaires. Donc aujourd'hui, il y a quand même un spectre assez large d'utilisation de librairies. Moi, je me suis dirigé vers Socrates parce que c'était compatible avec la blockchain et que c'était une librairie assez simple d'utilisation. Et aussi compatible avec React. Donc ça, c'est quand même souligné. Donc voilà. Mais il y a pas mal d'autres librairies si jamais on veut faire d'autres types de preuves. Donc notamment des preuves de mot de passe ou des trucs comme ça. Il peut y avoir des librairies qui s'y prêtent peut-être un peu mieux. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu as appris énormément de choses pendant ce stage. C'était assez complet et assez complexe comme implémentation. Qu'est-ce que tu as préféré? Alors, je pense que ce que j'ai préféré, c'était tous les blocages que j'ai eus. Parce que React, j'avais déjà un peu touché React et c'était beaucoup. En fait, là, j'ai vu un peu les rouages qu'il y a derrière React et ça, c'était plutôt pas mal. De voir un peu toute la machine derrière. Oh. Désolé. De voir toute la machine derrière. Et puis également cette technologie. Parce que parfois, on entend Zero Knowledge Proof, etc. Mais là, j'ai pu l'analyser un peu dans le détail et comprendre comment ça marche derrière. C'est quand même pas mal. Et c'est assez complexe. J'avais fait une présentation durant la journée bloc pour montrer un peu le fonctionnement en détail et c'est vraiment pas simple. Et du coup, ça, c'était assez challengeant aussi. Voilà. Ah, super. Et du coup, donc tu as vraiment, parce que tu as mis des petites vidéos là avec l'interface et le Raspberry, ouais. Mais donc tu es allé jusque-là, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, il y a pas de vrai jardin quand même. En fait, avec mon tuteur, on s'est dit que comme j'ai fini assez en avance, voilà, ça fait 3 semaines où du coup, où je faisais la BOF. La BOF, les rapports de stage. Du coup, on s'est dit qu'autant faire le truc le plus complet possible. Donc, avec la Raspberry qui marche, qui est fonctionnelle, qui est connectée à Ethereum, etc. Et en fait, là, on a un produit qui est qui peut potentiellement être vendu ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, donc il y a peut-être une semaine, avec mon tuteur, on a remarqué qu'il y a une entreprise qui s'est lancée dans de la location participative immobilière sur blockchain aussi, donc à peu près avec le même système. Et donc, il y a quand même un potentiel derrière, quoi. C'est pas un projet dénué de sens. Voilà. Et l'entreprise marche, etc. Tu leur as proposé tes services? Non, mais non. Bon, super. Écoute, c'était vraiment très très bien. Bravo. Un grand bravo. Merci beaucoup.